Ok. Alors, docteur Bogassako Gervais, je vous vois un peu sourire, ce qui est déjà sourire, ce qui n'est pas tellement mauvais. Beaucoup de vos compatriotes sont aujourd'hui affligés, se posent donc beaucoup donc, de questions. Donc, avec vous, on aura la possibilité d'ici quelques petites minutes, quelques petites secondes, d'avoir à chaud votre réaction après donc la proclamation des résultats globaux provisoires par le président donc, de la CEI. Je peux le dire, c'est un résultat déjà controversé. On parle d'une démocratie donc confisquée. Avec vous, nous ferons donc le point donc, de tout ça. Avant rapidement donc, de commencer, docteur Bogasako, est-ce que vous avez déjà donc, une annonce, un mot que vous voulez dire donc, à nos compatriotes qui vous suivent, qui sont très très nombreux et qui apprécient énormément ce que vous faites? Je voudrais, avec ta permission, cher frère et compatriote, avec un air très grave, et témoigner toute ma compassion au peuple de Côte d'Ivoire. Mais je suis fier de mon peuple parce que nos ancêtres nous ont appris à être debout, à être des Ivoiriens dignes. Et c'est ce que nous essayons d'être. Beaucoup sont tombés à cause de cette élection. Beaucoup ont péri. Il y a des blessés. Je voudrais, du fond du cœur, leur dire qu'ils ne sont pas seuls. Je voudrais dire un grand merci à tous ceux qui sont morts. Ils sont morts pour notre patrie, pour notre dignité. C'est vrai que peut-être que si nous étions au pays, aujourd'hui, nous n'existerions plus parce que nous aurions à cœur de dire à M. Alassane Ouattara, nous sommes des fils dignes de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce qu'il a vu, c'est un échantillon. C'est tout peu. Parce qu'il s'amuse souvent à comparer 2025 à 2020. Aujourd'hui, ce sont des fils et filles dignes de la Côte d'Ivoire qui ont assumé leur refus de ce braquage électoral, de ce hold-up électoral. Il est fier, peut-être aujourd'hui, il va prêter serment dans quelques heures, mais je suis venu là en répondant à l'invitation de Jacques Roger, lui dire que la partie n'est même pas encore jouée. Il ne faut pas qu'il jubile trop tôt. Parce que aussi longtemps qu'il nous a déclaré la guerre, aujourd'hui, en ce lundi 27 octobre 2025, nous allons lui mener une vie, mais des plus dure. Lui, hier, il a dit qu'il allait frapper un régime, il allait tomber, qu'il allait rendre notre pays ingouvernable. Aujourd'hui, nous allons lui dire que ce qu'il a cherché, ce qu'il a commencé, nous allons aller jusqu'au bout avec lui. Je vais dire à mes compatriotes, mais ne pleurez pas, séchez vos larmes, parce que aucun leader n'a envoyé aucun Ivoirien dans la rue. Personne. C'est nous-mêmes qui avons assumé notre destin, parce qu'on ne peut pas accepter l'inacceptable. Et c'est ce que nous lui avons montré aujourd'hui. Mais ça ne fait que commencer. Alors, Jacques Roger, je ne suis pas venu pour pleurnicher. Je suis venu pour crier ma fierté, ma dignité d'avoir défié ce régime. Parce que, écoute, à tout point de vue, comment voudrez-vous que nous nous taisions devant ce qu'on vient faire à notre nation? Pourquoi voudrez-vous que nous nous taisions? Quelqu'un vient, il marche sur notre nation, il écrase nos parents, il écrase nos compatriotes, il nous humilie, il nous bafoue, il verrouille la justice, il instrumentalise la justice. Et puis nous allons nous asseoir pour applaudir un dictateur? Jamais. Nous serions les derniers à l'accepter. Ce qu'il a commencé là, on va lui montrer que nous sommes capables de lui relever ce défi pour notre patrie. Et nous le ferons. Et Merci. j'ai dit, Merci beaucoup, docteur Bogasako. Et vous aviez dit effectivement, voilà, un taux de participation qui atteint déjà les 50%. Dans les régions du Nord, on parle donc de 95%, avec parfois 99% ceux qui ont voté pour le candidat à M. Ouattara. Je reviendrai tout à l'heure de façon structurée, parler donc de l'absence des observateurs. Ça sera certainement dans le deuxième segment, mais dans le premier segment donc, de notre débat ou bien de notre interview, ou bien analyse à chaud donc des résultats. La première question, docteur Sako, la CEI a proclamé donc les résultats provisoires, donnant plus donc de, disons, 90% au président sortant, M. Alassane Ouattara. Alors, quelle lecture faites-vous donc de ces résultats à la fois sur le plan juridique et sur le plan politique? je bâtirai du scandale qui s'est révélé avec votre confrère Abidjan.net.
À partir de là, on était déjà préparé. Mais la vérité, nous le savions, nous, chers amis. De quoi parlons-nous? Une élection qui était déjà, on l'avait dit. On n'est pas quand même des visionnaires, on n'est pas des prophètes. Nous sommes quand même des citoyens, mais intellectuels. À quoi voudriez-vous que nous nous attendions? Ça fait au moins 2 ans que nous répétons les mêmes choses. Alors, quand cela se réalise, pourquoi voudriez-vous que nous pleurions, que nous pleurnichions? Mais non, malheureusement, certains parmi nous, certains compatriotes n'ont pas voulu jouer le jeu. Hier, comme le frère Kwadjo Konan Bertin, dit Kakabe, était allé à cette élection de 2000, on était tous nombreux à faire des analyses. Oh, Kakabe a trahi la République. Oh, le vendu, etc. Cher ami, ce qu'on vient de voir là, qui est surpris? Y a-t-il un seul Ivoirien qui soit surpris? Et puis, comme si cela ne suffisait pas, mais à la veille, Abidjan.net a dit, voici la vérité ce qui était prévu. Oh, peut-être que tellement choqués, ils ont dû revoir un peu les chiffres pour réduire un peu, pour atteindre 90%, disons 89,77%, pour que les autres ne soient pas trop humiliés. Mais à la limite, qu'est-ce qui a véritablement changé? Et on me dit que là, le taux de participation serait de 50 à 51%. Vous trouvez ça, vous trouvez ça crédible? Moi, j'ai envie de vous dire une chose. Monsieur Quilbert, le soi-disant président de la commission électorale pour RHDP, il dit nous avons utilisé une jurisprudence en 2000 en extrayant les zones où l'élection ne se soit pas déroulée. Oui, mais c'est là qu'en Côte d'Ivoire où on peut voir cela. Parce que le taux de participation, c'est toujours en rapport avec le nombre d'inscrits sur la liste électorale. Alors, quand vous dites que nous avons extrait les zones, mais ça veut dire que ces personnes-là n'existent plus sur la liste électorale? Non. C'est-à-dire, c'est pour polir l'image de Ouattara. Mais le monde entier sait que les présidents qui dépassent le nombre de mandats institués dans la Constitution ne sont pas des présidents dignes, ni légaux, ni légitimes. Donc, M. Ouattara, nous le savions, ne jouit d'aucune légitimité en Côte d'Ivoire. Et le taux de participation, excusez-moi, mais ne peut jamais atteindre les 30%. Si on veut être objectif, si on veut être réaliste. Mais c'est du Ouattara. On n'est pas surpris, on n'est pas choqué. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, cher frère, c'est une réaction à chaud. Nous aurons le temps de situer les responsabilités et de prendre notre destin en main. Parce que vous savez, la politique, la classe politique, elle est dans son système. Vous savez, hein, on est en train de parler aujourd'hui, mais dès demain matin, ils vont aller déposer les dossiers pour la législative, pour les législatives. Vous voyez? Donc, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne peut pas vomir un quatrième mandat et puis se préparer pour aller aux législatives. Parce que M. Ouattara le sait. C'est pour cela qu'il lui fallu armer nos populations de courage pour faire barrage à ce hold-up électoral. Mais pour nous, la partie ne fait que commencer. Et je peux vous assurer, Jacques Roger, je ne suis pas le seul. Mais nous allons bien nous organiser. Et vous allez. C'est Ouattara qui va nous entendre dans les prochaines semaines. Mhm. Et j'ai Merci dit, beaucoup, docteur Bougassako. La commission électorale reconnaît donc des incidents, disons, localisés, hein. Il a parlé donc de près donc, de 1,82%. En somme, un peu, il a un peu banalisé ces incidents même, n'a même pas fait cas du cas donc, de Nayo, hein. Selon vous, peut-on donc parler d'un scrutin sincère, comme la CU le prétend, hein, ou bien, selon vous, c'est donc une confiscation donc, du vote, voire un coup d'état civil, comme le dirait donc M. Laurent Gbagbo? c'est le cynisme qui me cœur. Lorsque il a tellement bavardé, ce magistrat bavard, un magistrat à la générale, hein, le magistrat est réservé. C'est quelqu'un dont la parole est tellement sacrée qu'il ne parle pas à tout va. Ce magistrat-là parle beaucoup, beaucoup trop d'ailleurs. Et je l'ai entendu à un moment donné dire, à part le gendarme qui est tombé du côté de Agboville, je crois que c'est dans cette zone-là, oh, généralement, c'est un scrutin apaisé. Est-ce que vous trouvez ça crédible? Est-ce que vous trouvez ça digne d'un citoyen? Et toutes les personnes qui ont péri. Le dernier cas de ce jeune homme là-bas à Zikiso, qui a été brûlé vif. Qu'est-ce que vous dites de tout cela? Moi, j'ai mal au cœur. Parce que les gens n'ont plus
de dignité. Mais les gens n'ont plus d'humanisme. Ils pensent qu'à l'argent. Ils pensent qu'à leur compte en banque. Ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Mais nous avons un pays à sauver. Mais nous avons des compatriotes qui pleurent à cause de ce que M. Ouattara fait. C'est pour cela que vous me posez la question de savoir si il n'y a aucune sincérité, aucune élection. Si on n'est pas capable, si on n'est pas capable de reconnaître que des populations sont indignées devant ce que fait M. Ouattara, si on n'est pas capable de reconnaître la frustration des populations qui n'ont pas leur candidat retenu parce qu'on a manipulé la justice, je ne sais pas dans quoi nous sommes. C'est pour cela que, pour nous, nous faisons cette analyse-là pour que nos compatriotes comprennent. Mais si c'est pour penser que, oui, Ouattara a gagné, qu'on le laisse gouverner, je vous assure que toute la Côte d'Ivoire se couche. Mais nous serons quelques rares fils qui allons lui montrer la vie dure. Et ça, ce que je vous dis là, c'est la parole d'un fils digne de la Côte d'Ivoire. Et je ne suis pas seul. Et je ne peux pas aller plus loin. Mais Ouattara, il va nous connaître. Il ne nous connaît pas très bien. Mhm, mhm. Alors, docteur Boga, parlons donc de l'énigme un peu donc, du Nord, hein. Au Nord où les gens savent tellement voter, hein, et ils participent depuis que M. Ouattara est arrivé au pouvoir, hein. Ils participent donc à ces élections, hein, de façon très, 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 voilà, très vue, hein. Donc, dans le Nord, c'est un bureau de vote affiche 90, voire même 99%, voilà, de vote pour le président sortant. D'un point de vue statistique et démocratique, est-ce crédible, docteur Bougassako? Comment expliquez-vous ces chiffres? Non, ce qu'il faut savoir, c'est que M. Ouattara a beau essayer, il a beau multiplier les stratégies, le Nord ne vaut pas la moitié des électeurs en Côte d'Ivoire. Peut-être même que la grande part qu'on peut accorder dans le Nord, c'est peut-être un dixième ou deux dixièmes. Prenons le corps électoral. C'est pour cela que ce qu'ils ont fait au Nord, ils ont démultiplié les communes. Ils ont démultiplié les sous-localités pour qu'il y ait au maximum de députés. Sinon, vous voyez très bien que la densité de la population. Attendez, chers frères, nous sommes quand même allés à l'école. On a fait l'histoire et la géographie dans notre pays. Donc, on connaît la répartition des populations dans notre région. Le Nord a toujours été une zone désertique, une zone dans laquelle il n'y a pas suffisamment de population. C'est pour ça que, parce que toutes les populations du Nord se sont retrouvées dans le Sud. Et donc, M. Ouattara peut inventer ce qu'il veut. Il peut inventer ce qu'il veut. On sait très bien ils ont pompé les chiffres, ils ont pompé les chiffres, et non seulement ils ont pompé les chiffres, mais en même temps, le bourrage d'urne, Ouattara nous a habitués à cela. Surtout que les adversaires de M. Ouattara, qui lui-même s'est choisi, n'ont pas été capables d'avoir même des représentants dans les bureaux de vote, même à Ah, Abidjan. on va parler tout à l'heure, on parlera de ça dans le troisième segment aussi, oui. Justement, donc, pour dire que dans le Nord, peu importe la caducité des populations, le désert des populations, M. Ouattara bourre ses urnes. Et puis, en disant 99% et tout, il se donne bonne conscience. Mais nous tous, nous savons qu'en réalité, il y avait déjà une étude, avant cette élection présidentielle, il y avait une étude qui avait, je peux citer mon compatriote et jeune frère Assalé Tsemoko, qui nous avait fait une très belle analyse selon laquelle, et d'ailleurs, c'est sur cette analyse-là que les opposants là, ils ont cru en estimant qu'il fallait aller à cette élection et que s'il y avait un maximum de votants, ils auraient pu faire la différence. Mon œil. Selon cette analyse de M. Assalé Tsemoko, toute la population électorale du RHDP, présidentielle plus législative confondue, n'atteignait pas 2 millions de votants. Je veux répéter pour que ce soit clair. C'est-à-dire que le RHDP, malgré tout le boucan qu'il fait, avec la présidentielle, avec les législatives, avec les municipales, ceux qui ont voté pour le RHDP ne valent pas plus de 2 millions de personnes. Or, nous avons un corps électoral de 8 millions. Ce qui veut dire clairement que le RHDP en lui-même, je ne parle pas du parti, je ne parle pas de ceux qui ont les militants, je parle des populations qui sont sympathisantes ou qui votent même, qui voteraient même pour le RHDP. C'est pas, ça ne dépasse pas 2 millions. Et Mhm. dans les 2 millions là, il faut compter tous les morts qui ne sont jamais déclarés.
Parce qu'on connaît le système. Cher ami, on a fait quand même des analyses. Hein. Si nous avons combattu le système pour dire qu'il fallait tout reprendre à zéro avant qu'on ait à cette élection, parce qu'on sait très bien que le RSDP, il a une poche de personnes décédées qui sont sur la liste électorale, qu'ils font voter. On le sait aujourd'hui. Ce n'est plus un secret. On le sait. Et c'est pour tout ça qu'il ne fallait pas auditer la liste électorale. C'est ça. Et donc, dans cette analyse, je suis en train de dire que le Nord mélangé à ceux qui ont voté le RADP dans le Sud, avec depuis la présidentielle de 2020 jusqu'aux dernières élections qui ont eu lieu en 2020 et 2022, notamment les dernières municipales et les régionales, ils n'atteignent jamais les 2 millions. Donc, leur taux de participation, là, c'est du bluff. Donc, la légitimité de M. Ouattara est toujours contestable et contestée. Il n'a jamais pesé. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes malheureux. Parce que quand vous enlevez les 2 millions, ça veut dire qu'il y a un bon taux d'Ivoiriens qui n'ont pas de représentants et qui ne participent pas à cette élection. Et nous en avons mal. Nous en avons mal. C'est pour cela qu'on ne peut pas s'avouer vaincu. Nous pensons qu'il y a du travail à faire pour que M. Ouattara nous sente mieux. Et j'ai dit, Ok. Oui, avant donc de parler donc de l'absence donc des représentants des candidats que je considère vraiment un véritable scandale, mais avant, est-ce que le taux, ce taux quasi absolu au nord, 90-99%, est-ce que là, ce ne traduisent pas, j'allais dire, une forme de contrôle politique total du territoire, voire une machine électorale d'État, ce que les gens appellent le bétail électoral, ou bien même un protectionnisme de M. Ouattara sur cette grande région donc, du Nord. mais d'abord, avant de parler même, là, l'analyse que tu viens de faire supposerait que les gens du Nord ont effectivement voté, alors que moi j'en doute. Parce que dans la machine électorale du RA, dès l'instant où vous n'avez pas de représentants et que le vote est laissé à leur merci, et que les bulletins de vote sont laissés à leur merci, et que les urnes sont laissées à leur merci, même si les gens ne se sont pas déplacés pour voter, on va les faire voter. Donc, à la vérité, je suis d'accord avec l'analyse, mais ça, c'est dans l'hypothèse où les gens ont effectivement voté. Si les gens ont effectivement voté, on dirait que M. Ouattara maîtrise le Nord. Or, vous savez qu'il y a eu des fils du Nord qui sont frustrés, des parents du Nord qui sont frustrés. Depuis la mort de Ahmed Bakayoko, nous savons qu'il y en a des parents au Nord qui sont très frustrés. Quand vous prenez Korogo, le monsieur Laurent Gbagbo a une base là-bas avec le ministre Issa Malik, qui a une base là-bas dans Korogo. Quand vous prenez le fils de, de Ferke, monsieur, comment dirais-je, Soro, Guillaume Soro, mais vous imaginez qu'il y a une bonne partie du Nord qui ne sera jamais d'accord avec M. Ouattara. Et quand vous ajoutez naturellement la partie de... Même Ahmed Bakayoko, on a des parents aujourd'hui de Seguela qui ne sont pas très fiers de M. Ouattara parce qu'ils savent que leur fils a été sacrifié. Donc, si les gens avaient effectivement voté, on dirait, ah oui, M. Ouattara maîtrise, il est le patron du Nord. Mais non, je ne peux pas le confirmer. Ce que je peux confirmer, par contre, c'est que les bureaux de vote étant vidés des opposants, M. Ouattara a la latitude, et ça, on est habitué à cela. C'est ce qui s'était passé en 2010, lorsque les urnes avaient été bourrées. Et donc, M. Ouattara joue en fait à sa guise. Voici ce que je peux dire ici, la question du Nord. Je ne crois pas que M. Ouattara soit le maître du Nord. Au contraire, il utilise l'absence des autres pour pouvoir faire ce qu'il veut. Mais sinon, il y a dans le Nord des résistants, des opposants à M. Ouattara pour des frustrations légitimes. Merci beaucoup, docteur Bogasako. Alors, cela nous amène à parler du troisième segment que je considère même le segment le plus important, le grand scandale donc, de ces élections, des élections présidentielles. C'est donc l'absence donc, des représentants des partis, disons des candidats face à M. Ouattara dans les bureaux de vote. Donc, plusieurs candidats reconnaissent aujourd'hui ne pas avoir eu donc des représentants, comme l'avait dit, même au sud dans les bureaux donc, de vote. Comment, docteur Bogasako, peut-on participer à une élection sans observateur, sans témoin de son propre camp? Peut-on encore parler donc de compétition démocratique dans ces conditions? Qu'est-ce qui a poussé ces personnes à participer à ces élections? Qu'est-ce qu'ils voulaient? Quel était le plan? Qu'est-ce qu'ils attendaient, docteur Boga? Ça fait beaucoup de questions. Vous sentez réellement ma frustration.
J'espère, j'espère qu'ils et elles auront le courage de nous donner les vraies raisons, les vraies motivations de leur démarche. Je ne peux pas répondre à leur place. Mais heureusement que je suis allé à l'école, ayant suivi de bout en bout le processus depuis pratiquement tout le temps, je suis à l'aise pour donner mon avis. La première raison que je puis évoquer, c'est sans doute, je ne peux pas parler d'impréparation. Je ne peux pas parler d'impréparation, c'est-à-dire que est-ce que ces personnes n'étaient pas vraiment préparées et tout? Non, je peux parler plutôt de la mauvaise gestion de la trahison. Cher ami, je pèse mes mots. Je fais cette analyse à chaud et tous mes mots sont pesés. Il y a eu, c'est-à-dire que ce n'était pas la ligne des opposants qui ont été à cette élection, ce n'était pas elle. Prenez, je ne peux pas les prendre. En tout cas, je parlerai peut-être pour deux. Quand vous prenez, bon, Mme Mariette Lagoula, je suis désolé, hein, mais enlevons-la dans nos analyses. Parce que ses acquaintances avec le RHDP ne datent pas de longtemps. Après avoir été proche de Laurent Gbagbo, elle s'est retrouvée membre du RHDP à un moment donné. Donc, est-ce que, compte tenu, on dit que le direct, les aléas du direct, mais c'est un appel urgent, je peux le prendre à la seconde pendant que je parle avec vous parce que c'est extrêmement important. Oui, jeune frère. 5 sur 5. D'accord. Je t'envoie un. Oui. Je sais que tu as le moral parce que tu es un combattant. Je suis en direct sur une chaîne et je te salue parce que je suis fier de toi. Voilà. OK. Je finis et puis je te reviens. Merci. Je ne pouvais pas ne pas le prendre parce que j'ai le devoir de saluer ces combattants qui ont toujours gardé le moral et gardé la ligne. Chers amis et frères, C'est ça. si je ne peux pas être, je voudrais qu'on écarte Mme Mariette Labou, avec tout le respect que je lui dois, je voudrais aller un peu plus loin. Prenons M. Jean-Louis Billon. M. Jean-Louis Billon, il dit qu'il est prêt depuis 2 ans. Non, non, 15 ans. 15 ans. Depuis 15 ans, il se prépare. Mhm. Il a été un élu. Il n'est même pas capable d'avoir des représentants dans tous les bureaux de vote. Il y en a à peu près 12 000. Non, non, c'est combien? C'est 25 000 bureaux de vote. 25 000 bureaux de vote. Mhm. 25 000. Donc, depuis 15 ans, il n'a pas pu avoir 25 000 citoyens ivoiriens pour pouvoir le représenter. Et pourtant, il a eu tous les parrainages. Hein. Mhm. Il a eu tous les parrainages. Donc, je dis cela et je ne dis plus rien. C'est-à-dire que le mensonge, le deal qu'ils ont tissé avec le pouvoir RADP est en train de les rattraper. Oh, mais je veux répéter pour que ce soit clair. Parce que si je ne le dis pas, j'aurais été malhonnête avec ma conscience. Je ne connais pas les tenants et les aboutissants. Mais les analyses me permettent de dire qu'en dehors d'un deal, au niveau des parrainages, je ne sais pas comment est-ce que, même dans Abidjan, je ne parle même pas de l'intérieur du pays. Cher ami Jacques Roger, je parle d'Abidjan. Les observateurs ont révélé que dans la plupart des bureaux de vote où ils sont passés, aucun des 4 opposants, soi-disant, n'avait de représentants dans les bureaux de vote. Et puis maintenant, quand je prends M. Domelo et Mme Gbagbo, je ne suis pas surpris parce qu'eux-mêmes, leur stratégie nous a surpris. Je veux dire que ce n'est pas le fait qu'ils ne soient pas représentés qui me surprend. Parce que je m'y attendais. Ils vont dire oui, mais je n'ai pas été soutenu ni par le président Gbagbo, ni par la CAPSI. Donc, je n'avais pas suffisamment de représentants. Et le frère, comment dirais-je, Domelo va venir dire je n'ai pas été soutenu par M. Gbagbo, donc je n'ai pas de représentants. Oui, mais parce que vous avez trahi la ligne que nous étions donnée. Je vais répéter. Moi, j'ai travaillé avec un certain nombre de personnalités sur une certaine ligne, à savoir que
tant que les conditions ne sont pas réunies pour aller à cette élection présidentielle, nous allons droit dans le mur. Et ça a été répété par celle qui était la porte-parole de la CAPSI, qui le disait en notre nom, nous tous, depuis 2024, où nous avons été au siège du PDCI-NDA pour signer la première tribune demandant le dialogue à M. Ouattara. On est tous unanimes pour dire que tant que la liste électorale n'a pas été auditée, tant que la CEI n'est pas révisitée, tant que le vote n'est pas inclusif, tant que cette élection, c'est même pas la peine. Mais à quoi s'attendait-il? À quoi s'attendait-il? Et on n'est pas capable d'avoir des représentants dans le bureau de vote. Mais c'est normal. C'est normal. Parce que vous avez trahi la ligne que nous nous sommes donnée. Vous avez trahi la voie que nous avions décidé de suivre. Et moi, je vais être constant parce que les compatriotes me coûtent cher, où qu'ils soient, qui qu'ils soient. C'est pour cela que, avec tout ce qui m'anime, en toute honnêteté, en toute loyauté, je me devais de le dire. Parce que je veux être honnête avec ma conscience. Il y a eu trop de morts, il y a eu des Ivoiriens qui ont péri, il y a eu des Ivoiriens qui souffrent dans les chairs, aujourd'hui qui sont perdus dans les chambres, dans les maisons, qui vont mourir de AVC, de crise cardiaque. Je me dois de dire avec honnêteté cette vérité-là. Et je l'ai dite. Merci, docteur Bogasako. Certains observateurs évoquent même, vous l'avez mentionné, des candidatures de façade, voire dans des opposants financés. La preuve, jusqu'à preuve de contraire, dans chaque élection, le candidat Ouattara donnait donc une contribution pour la campagne de ses adversaires. Les autres années, Est-ce que cette fois-ci, il en a parlé? Est-ce que cette fois-ci, il en a parlé? justement, c'est là le sens de ma question, hein. Selon les observateurs, les candidats auraient reçu quelque chose. Le fait de n'avoir pas révélé cela, est-ce que ce n'est pas une forme de corruption et de complicité avec M. Ouattara si demain nous apprenons qu'ils ont eu quelque chose? Mais il faut que, mais justement, ils ont quand même quatre opposants. Ils ont quand même quatre opposants soi-disant déclarés. Et nous tous, M. Ouattara nous a habitués à cela. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Ce n'est un secret de polichinelle. M. Ouattara a toujours dévoilé. On se rappelle très bien, à l'époque, on parlait du cas de M. Mamadou Koulibaly, qui avait clairement dit, j'ai pris mes 100 millions, mais j'en fais ce que je veux. Voilà. Et il y en a qui avaient refusé les 100 millions. Je pense à mon ami KKS, Kwadio Kona Siméon, un ami très proche à moi, qui avait dit non, je ne prends pas les 100 millions. Et ça avait fait de lui quelqu'un de spécial à l'époque. Donc, M. Ouattara a toujours donné de l'argent pour la campagne, même si ce n'est pas institué, même si ce n'est pas légal, mais il le faisait. Pourquoi aujourd'hui ne l'a-t-il pas fait? Justement, Pourquoi autant de Africa, caca? et Pardon? Africa Intelligence avait dit les années passées, on donnait 100 millions, mais cette fois-ci, ils ont donné 200 millions que des candidats comme Simone Gbagbo demandaient plus. Madame Gbagbo a décidé de traduire Africa Intelligence devant les tribunaux, mais jusqu'à présent, rien. Alors, donc ce flou autour de tout Donc, ça. c'est une analyse que nous faisons. Mhm. Monsieur Kakabe, en son temps, le scandale avait éclaté en disant même qu'il avait reçu, à l'époque, les chiffres que les gens avançaient, c'était 1 milliard, il avait reçu moitié, etc. Les gens en parlaient. Quand il y a du flou, quand il y a du silence, désolé, nous sommes dans les aléas du direct, désolé, désolé. Il n'y a pas de problème, allez-y, docteur, nous vous Voilà. comprenons. Donc, mais oui, quand il y a du flou, vous donnez aux gens de supputer. Et j'ai le droit de supputer parce que ça cache quelque chose. Moi, j'aime ce qui est clair. Oui, mais L'État, justement, docteur Bouga, excusez-moi de vous interrompre pour cette question. Vous admirez beaucoup Madame Simone Gbagbo, je vous invite très souvent avec elle. Et Blé Goudé participait à beaucoup donc, de meetings avec Blé Goudé. Ça veut dire que vous admirez ces deux personnes. L'attitude, surtout de Mme Simone Gbagbo aujourd'hui, que tout le monde connaît cette dame, la dame de fer, qui s'est toujours battue pour des valeurs. On peut dire même c'est la dernière donc des Mohicans. Et voir Mme Gbagbo au soir de sa vie être dans cette situation, dans cette controverse, est-ce que vous êtes à l'aise? Quelle explication donnez-vous à tout ça, docteur Bogart? j'ai très mal. Si vous me voyez en parler avec autant de rage, c'est parce que j'ai très mal. Je sais que ce sont des personnes de valeur. Je sais que ce sont des personnes qui en ont pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique.
J'ai écrit un livre dans lequel j'ai cité Mme Simone et Yves Gbagbo. Et j'ai dit que dans tout le continent africain, en dehors de Winnie Mandela, je ne crois pas que l'Afrique ait encore une dame de la dimension de Mme Simone et Yves Gbagbo. Je l'ai dit et je l'assume. C'est écrit dans mes livres. Cela dit, au nom de l'honnêteté intellectuelle, je suis obligé d'analyser une situation. La politique, c'est un art. Et parfois aussi, la politique, c'est une question d'opportunité. Mhm. À cause d'une opportunité ou grâce à une opportunité, tu peux changer la vie politique. Aujourd'hui, moi je parle, mais les Ivoiriens ont tranché. Regardons leur score. Regardez le score qu'ils ont eu. Regardez le score qu'on a donné à Mme Simone Veil Gbagbo. Est-ce que vous pensez que c'est sa vraie valeur? Non. Regardez ce qu'elle a récolté aujourd'hui. Même quand vous prenez M. Domelo, la valeur que les Ivoiriens donnent à M. Domelo depuis qu'on le connaît, est-ce que vous pensez que le score qu'il a eu, c'est sa valeur? La sanction du peuple est suffisante pour que je n'en dise pas un mot. Mais je me veux honnête. Et c'est parce que je suis un ami. Et parce que ils me sont très chers que j'en parle. Et dans plusieurs de nos émissions, je disais, j'ai mal. J'ai mal parce que on a humilié des personnalités qui ont de la valeur pour la Côte d'Ivoire. On a humilié des personnalités pour l'Afrique, qui ont de la valeur pour l'Afrique. Mais à qui la faute? À qui la faute? J'appelle cela de l'inconstance. Et ça, c'est la sanction du peuple. Quand vous dites au peuple, je me bats pour vous, je suis un homme, je suis une femme de valeur, je suis un homme, je suis une femme de vérité, et qu'à un moment donné, vous dites au peuple, cette élection-là, tant que nous ne remplissons pas les conditions, nous n'y allons pas, parce que c'est comme si nous accompagnions M. Ouattara, il va toujours gagner. Et qu'à un moment donné, vous venez me dire, allez-y voter. Allez-y voter. Et que nous autres, nous sommes des vents en guerre. Et que ce sont eux qui aiment la paix, le peuple a tranché. Ceux qui sont allés voter ont dit, nous allons voter, nous préférons voter M. Ouattara parce que vous êtes des inconstants. Vous êtes des hommes et des femmes politiques inconstants. On a cru en vous, on a pensé que vous pouviez nous sauver, mais vous nous avez trahis. Et j'ai dit, Merci, docteur Bougassako. Comme je l'ai dit, on aura la possibilité d'ici en fin de semaine de faire pratiquement les analyses. Mais avant donc de vous laisser partir, on va parler quand même de perspectives et de sortie de crise. En début d'émission, vous avez été clair hein, que le combat ne fait que commencer. Hein, c'est clair. Hein. Face à tout ce que nous voyons, le combat ne fait que commencer. Donc, face à ce qu'on pourrait donc appeler donc un verrouillage électoral, quelle perspective voyez-vous pour la Côte d'Ivoire, un dialogue national, des réformes institutionnelles, mobilisation citoyenne? Quelle voie ah, selon vous pour en, instaurer en, la confiance démocratique? oh, merci, merci d'ébaucher tous ces chantiers. En profondeur, la politique est à refaire dans notre pays. Oh, j'aime bien cette expression de mes frères du Cameroun, de nos frères du Cameroun. Tout est à refaire. Tout est à refaire dans notre pays, d'un point de vue politique. Tout est à refaire. Regarde, au plan institutionnel, donner de la valeur à la justice. Parce que l'état de droit, c'est quoi? L'état de droit, c'est ce pays-là, c'est cet état-là qui est fondé, qui est basé sur le droit. Tant que la justice ne donne pas la crédibilité à la nation, tant que le citoyen ne se sent pas protégé par la justice, mon cher, on n'est pas dans un état de... Et c'est ce qui s'est passé. La justice a été instrumentalisée. Nous sommes dans un quatrième mandat. La justice dit non, 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 c'est normal. C'est un deuxième, une troisième république, dont le deuxième mandat, le deuxième. Oh, les membres du RADP eux-mêmes, ils se sont exposés dans tous les journaux, dans tous les médias, pour dire que M. Ouattara n'avait pas à faire un troisième mandat. Or, la justice, elle-même, le Conseil constitutionnel, qui est l'instrument central du contrôle de la constitutionnalité, de la gouvernance, dit non, 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 c'est normal. Tout ça pourquoi? Parce que les gens ont eu un nouveau Dieu qui s'appelle l'argent. À cause de leurs intérêts, à cause de leurs intestins, à cause de leur estomac, on sacrifie les valeurs démocratiques, on sacrifie la justice dans notre nation. Chers frères, tout est à refaire. Et ça ne tombera pas du ciel. C'est toi et moi, c'est cette nouvelle génération-là qui va le penser. Soyons des êtres rigoureux, mais commençons d'abord par être des patriotes. Chers frères, c'est la clé. Ici aux États-Unis, la clé de la réussite de ce pays-là, c'est le patriotisme. L'Américain, parce qu'il aime le drapeau, parce qu'il aime son pays, il ne peut pas accepter de sacrifier son pays pour de l'argent.
Chers frères, je pense que nous avons tout à refaire, mais ça ne tombera pas du ciel. Mhm. Décidons-nous, armons-nous de courage pour changer la donne dans notre pays. Moi, j'y crois. Et je sais que la Côte d'Ivoire de demain sera bien meilleure que celle d'aujourd'hui. Et que Dieu nous y aide. Et j'ai dit. Rapidement, avant de vous laisser partir, docteur Bogasako, euh, tous les Ivoiriens demandent le dialogue. Monsieur Ouattara se dit au fouettisme, alors que, j'allais dire même le béaba même de l'oufouettisme, c'est le dialogue. Il refuse le dialogue. Et tant qu'il n'aura pas de dialogue, on aura toujours ces mêmes résultats, docteur Bogasako. Alors, que faut-il faire pour faire comprendre à monsieur Ouattara la nécessité d'un dialogue, tout en sachant que s'il y a un dialogue, il va lâcher du lest et il n'a pas envie de le faire. Alors, on fait quoi dans tout ça, docteur Boga? Mais non, M. Ouattara est dans une logique. Il a refusé de dialoguer hier. Je ne crois pas que ce soit aujourd'hui qu'il va dialoguer, ou du moins, il va d'abord sûr de son pouvoir, il impose son quatrième mandat, il impose les législatives, et puis maintenant, si vous voulez dialoguer, venez dialoguer. Chers amis et frères, Mhm. celui avec qui nous allons parler de la Côte d'Ivoire de demain, ce n'est pas Alassane Ouattara. C'est clair. Celui avec qui nous allons bâtir la Côte d'Ivoire de demain, ce n'est pas Alassane Ouattara. Tant que M. Alassane Ouattara sera au pouvoir, les libertés seront confisquées. Le dialogue n'aura pas de place parce que c'est un dictateur. On ne dialogue pas avec un dictateur. Hier, depuis 2 ans, nous avons réclamé un dialogue avant l'élection. Ici est refusé. Je suis désolé de te recevoir, cher frère, mais je ne peux plus rien attendre de M. Ouattara. Je ne peux plus rien espérer de M. Ouattara. D'ailleurs, ce qu'il va faire maintenant, c'est de durcir son régime. Ceux qui sont en prison, il va les condamner. Les personnes qui sont capables de devenir des députés, il va instrumentaliser la justice pour qu'on les condamne, pour que leur casier judiciaire soit sali, pour qu'ils ne deviennent pas des députés dans la République et que lui seul puisse régner. Ça, si vous avez accepté le quatrième mandat, c'est ce qui vous attend. Vous allez peut-être l'accepter, vous tous, vous couchez, mais je serai l'un des rares, avec mes compatriotes, les Ivoiriens de ma génération, qui pensent comme moi, jamais nous ne nous coucherons devant un dictateur, parce que nos parents ne nous ont pas appris cela. Et Et vous, j'ai dit que et Dieu vous bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, docteur Bogasako, pour cette analyse éclairée, hein. En conclusion, il semble qu'au-delà même des chiffres, hein, la question fondamentale reste celle de la crédibilité donc, du processus démocratique en Côte d'Ivoire, comme le mentionne docteur Bogasako. Peut-on encore parler donc de victoire quand la confiance donc, du peuple est absente? Le débat est ouvert et il appartient à chaque Ivoirien de s'interroger sur le sens du vote et de la République. Merci beaucoup, cher ami. Et rendez-vous pour une autre émission, disons, avec le docteur Bogasako, analyse le labo au Côte d'Ivoire, disons, le samedi, ou bien avant, s'il y a des breaking news, on aura le docteur Bogasako pour faire encore le point. Merci beaucoup et surtout, thank you very much, Dr. Bogasako, and I guess I will talk to you later. Okay, bye. Thanks.